Bonjour à tous, je suis Margot du réseau Compost Citoyen PACA. Je suis coordinatrice du réseau et on vous propose aujourd'hui un webinaire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective qui va vous être présenté par Céline de l'association Opus CPIE Pays de Vaucluse. Quelques petites règles pour que tout se passe bien. Je vais vous demander de couper vos micros, de poser vos questions plutôt dans le chat et comme ça, soit j'essaierai d'y répondre en direct, soit si elles sont pertinentes, on y répondra tout de suite. Et voilà, et j'interromprai Céline pour qu'on puisse revenir sur ces points. La présentation est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse sur la vidéo, n'hésitez pas à couper votre vidéo puisque celle sera ensuite en replay sur YouTube et vous recevrez en début de semaine prochaine le lien vers le replay et la présentation. Voilà. On est parti pour 1 heure avec une présentation et ensuite une session de questions-réponses. À toi, Céline. Je te laisse la parole. Parfait. Je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite présentation de l'association pour que vous compreniez l'ensemble et puis après je vous présenterai un retour d'expérience. C'est important de le voir comme ça. Donc je suis Céline Lelièvre, je suis la directrice de l'association Opus. On est basé à l'Île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse et notre association est labellisée CPIE des Pays de Vaucluse. CPIE, c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et c'est un label qui est attribué à peu près 80 associations en France. Ce label est une émanation des différents ministères, agriculture, environnement et enseignement des années 70. Et donc aujourd'hui, on est 80 assos labellisés et cette labellisation valorise notre ancrage territorial, donc la connaissance des enjeux locaux, mais aussi des acteurs locaux et la qualité de nos interventions. Chaque CPIE est une association salariée, une association professionnelle. C'est l'une des conditions pour être labellisé. Dans le Vaucluse, nous sommes 8 salariés à l'année et nous embauchons une dizaine de saisonniers l'été pour mettre en œuvre une partie de notre projet associatif qui est l'organisation de chantiers de bénévoles, qui est une partie de notre activité. Et l'autre partie de notre activité, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'air qui suit, c'est l'accompagnement des restaurations collectives à réduire le gaspillage alimentaire. C'est une partie de nos activités sur la thématique environnement qu'on a développée depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Donc, le retour d'expérience que je vais vous faire, c'est une méthode qui a été testée dès 2016, pardon, et qui a évolué petit à petit au fil des années et des restaurations collectives qu'on a pu accompagner au gré des demandes et des différentes lois qui sont sorties, bien sûr. Alors, cette démarche de réduction de gaspillage alimentaire, elle émane en fait de plusieurs obligations légales, notamment la loi Egalim en 2018, puis plus récemment la loi AGEC en 2020, qui en fait permet, ou en tout cas oblige, hein, c'est une obligation réglementaire, à réduire le gaspillage alimentaire et surtout l'équilibre des relations commerciales entre le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Et ça, c'est vraiment la loi Egalim. Et cette loi prévoit 5 mesures phares ciblant les restaurations collectives. Je vous les balaye rapidement et je vous dirai dans quelle mesure est-ce que nous, on intervient. Donc, la première mesure phare, ce sont les produits de qualité et durables dans les assiettes. Et là, l'obligation, c'est de proposer une part au moins égale à 50%. Non pas 50% du volume acheté, mais 50% de la valeur des achats en euros, donc en fonction des commandes réelles financières. Et par année civile, et l'obligation, ce sont des produits alimentaires de qualité et durables qu'on retrouve souvent à travers des labels comme la pêche durable ou la production écologique ou les différents labels comme l'HVE également. L'obligation est également d'avoir des produits issus de l'agriculture biologique. Et là, on est sur 20% minimum du total des achats. Donc, on est bien sur une obligation petit à petit qui se met en route depuis 2018. La deuxième mesure phare de cette loi, c'est l'information des convives et l'affichage. Donc, ça passe par l'affichage et l'information sur justement ce que mangent. Je vais parler des élèves puisqu'on est surtout sur des collectivités, mais s'il y en a qui ont des restaurations collectives en entreprise, ça s'applique également.
Et la troisième mesure phare, c'est la diversification des protéines et notamment l'instauration du menu végétarien, qui est une obligation aujourd'hui et qui est même de façon hebdomadaire, si je dis pas de bêtises. Quatrième mesure phare, c'est l'interdiction des bouteilles d'eau et des barquettes en plastique. Donc en fait, ça c'est très important de changer du coup les pratiques et notamment le mobilier de service avec lesquels les entreprises travaillent ou les restaurations collectives. La cinquième mesure phare de cette loi Egalim, c'est la diminution du gaspillage alimentaire qui consiste à mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage et qui s'étend à tous les acteurs de la restauration collective. C'est pour ça que je parlais potentiellement d'entreprises également et qui s'ajoute à la réalisation d'un diagnostic qui inclut notamment l'approvisionnement durable. Et c'est dans le cadre de cette cinquième mesure phare de la loi Egalim que nous pouvons intervenir, acteurs du réseau, à accompagner les restaurations collectives à diminuer le gaspillage alimentaire. En fait, ces 5 mesures se nourrissent les unes les autres. Lorsqu'on diminue le gaspillage alimentaire, on libère une ligne budgétaire, c'est-à-dire que vu qu'on gaspille moins, on achète moins. Le but n'est pas de réduire le budget global dans la restauration collective, mais bien de redistribuer dans cette même restauration collective les économies réalisées grâce à la réduction du gaspillage alimentaire. Ainsi, une réduction des volumes achetés va entraîner une amélioration de la qualité des produits. À budget équivalent, au lieu d'acheter des produits qui vont être jetés, on va acheter des produits de qualité et de fait, des produits de meilleure qualité avec des recettes adaptées seront également moins gaspillés. Donc, ces mesures s'auto-nourrissent entre elles, si je puis dire. Nous, la porte d'entrée qu'on a choisie, c'est la réduction du gaspillage alimentaire qui va permettre en parallèle ou avec quelques mois de décalage, d'avoir des produits de qualité et durables dans l'assiette notamment, d'informer les convives et d'afficher au niveau des réfectoires et de diversifier les protéines, les sources de protéines, où on sait qu'en fonction des protéines, ça peut être un peu plus cher ou un peu moins cher, et c'est grâce toujours à cette redistribution de budget que cela est possible. Le cadre de notre intervention, c'est le partenariat. Quelle que soit la forme au départ de contractualisation, que ce soit une convention, un appel d'offres, une subvention, nous travaillons toujours dans un cadre de partenariat, pour mettre en œuvre cette cinquième mesure phare. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de rendre vraiment acteurs les différents agents, les différentes parties prenantes de cette démarche. Donc, on met en œuvre une démarche participative et collective dont un des objectifs, c'est bien de réduire le gaspillage alimentaire au sein de la restauration en participant au diagnostic initial. Donc, je vais vous présenter un peu plus tard les tenants et les aboutissants. Un diagnostic quantitatif, mais aussi qualitatif. Cette démarche de réduction, elle est importante en termes d'accompagnement, quel que soit l'accompagnement que vous choisissez et les différents acteurs. Je vous ai mis la carte du réseau Egalim, qui est un réseau d'acteurs au niveau régional qui sont susceptibles de vous accompagner dans vos démarches de réduction de gaspillage alimentaire. Je vous ai mis le lien en dessous de la présentation. Cela vous permettra d'aller jeter un œil. Certains acteurs du réseau Egalim sont également acteurs du RCC, du réseau Compost Citoyen, puisque on a quand même un lien très étroit entre les biodéchets et la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, cette démarche, en quelques mots, à quoi elle correspond? Elle est mise en place par qui? Ben, par nous, par vous, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités et l'association qui vous accompagne ou l'acteur qui vous accompagne. Dans notre département, l'expérience est avec le CPE des Pays de Vaucluse. Et l'idée, c'est d'avoir un engagement volontaire des communes et d'une structure du réseau, quelle que soit la structure. Pour qui? C'est pas le projet de l'association, c'est pas le projet de la structure commanditaire, si c'est pas la même qui bénéficie de l'accompagnement, mais c'est bien l'ensemble des acteurs concernés par le projet de réduction de gaspillage alimentaire. Et l'ensemble des acteurs, c'est qui? Ce sont les services de direction. On parle des directions générales de services, on parle des directions enfants, jeunesse, éducation, des directions des pôles périscolaires ou extrascolaires, des cantines, des CLAE, des classes ou des garderies. Et là, on est sur un niveau de direction, c'est-à-dire les personnes qui vont valider, mais aussi être
en mesure d'accompagner ce que les agents de terrain, je vais les appeler comme ça, vont solliciter pour réduire le gaspillage alimentaire. Dans les agents de terrain, on est les agents de la restauration scolaire, donc les cuisiniers, le personnel de service, le personnel de surveillance qui sont sur les temps de repas, et les agents des pôles extrascolaires, périscolaires, ou encore les ATSEM pour tout ce qui est école maternelle. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur le pour qui? Parce que notre démarche a vocation d'accompagner une collectivité sur 1 an ou 2 ans. Une fois qu'on est parti, il faut que les agents soient en mesure de poursuivre cette démarche de réduction de gaspillage alimentaire, d'approvisionnement de qualité. Et donc l'idée, c'est qu'ils soient partie prenante à chaque instant. On n'aura pas un accompagnement descendant, hein, on va plutôt avoir un accompagnement collectif à l'horizontale, où chacun va avoir sa parole à proposer, ses actions à proposer, et toujours en nom du je. C'est-à-dire qu'un agent de la restauration scolaire ne va pas dire il faudrait que les agents du pôle extrascolaire fassent ça. Non. C'est moi, en tant qu'agent, en tant que cuisinier, je propose de faire ça pour réduire le gaspillage alimentaire. Alors évidemment, réunir l'ensemble des acteurs concernés, je vous détaillerai un peu plus tard, ça nécessite une certaine gymnastique de notre part et de la part de la commune. Mais ça porte tellement ses fruits que c'est important de le mettre en œuvre. En gymnastique, on entend environ 5 ou 6 rencontres auprès des agents de la restauration, 3 ou 4 temps d'échange avec les directions et puis 2 ou 3 rencontres avec les élus. Alors des fois, on mutualise ces temps-là, puis des fois, on les sépare complètement. Pourquoi? On le sait par expérience, c'est un vrai retour d'expérience, que des agents de terrain vont pouvoir aborder plus librement ce qui est gênant au quotidien pour réduire le gaspillage, sans qu'il y ait forcément les services de direction ou les élus présents. Néanmoins, il est forcément extrêmement important que les services de direction soient au courant et présents à certaines étapes parce que c'est eux qui vont valider. Dans certaines actions, on le verra un peu plus tard, ça nécessite de l'investissement pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, qui dit investissement, dit budget, dit responsabilité des directions et des élus ensuite. Pourquoi mettre tous les agents autour de la table, quelle que soit leur hiérarchie? C'est pour mener collectivement cette démarche, pour être sûr que tout le monde ait une action engageante, une posture engageante et une envie de faire. Sur 1 ou 2 années, je vous en ai parlé. Et on ajoute souvent, mais c'est pas systématique, ça dépend de la volonté des communes et des intercommunalités, un programme de sensibilisation auprès des enfants, des convives, si c'est dans une entreprise de restauration collective, auprès des salariés, des enfants, quel que soit leur âge. Pourquoi est-ce que cette action est menée? Qu'est-ce que cela apporte? Cette méthodologie engageante pour mener cette démarche a plusieurs étapes réparties sur une année scolaire. Donc, je vais vous parler essentiellement de cette année-là parce que c'est là où l'acteur qui accompagne est particulièrement présent. De septembre à décembre, puis de janvier à juillet. Pourquoi est-ce qu'on sépare? Parce qu'on est sur 2 années civiles, mais surtout, c'est des grosses étapes très importantes. Donc, on a la présentation de la démarche avec la mobilisation des différents acteurs concernés. Et là, je vous en parlerai un petit peu plus, comment est-ce que ça se met en œuvre. On a ensuite un état des lieux qui consiste à mettre en œuvre un diagnostic initial, un diagnostic qualitatif d'analyse de pratique professionnelle et un diagnostic quantitatif avec les pesées. Des temps d'échange, alors c'est surtout septembre-décembre, mais ça se poursuit aussi en janvier à juillet. Et de concertation, encore une fois, on n'arrive pas avec un plan d'action, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, mais plutôt qu'on construit ce plan d'action ensemble. Et pour co-construire ce plan d'action, il faut qu'on ait des temps d'échange et de rencontres où chacun est libre de s'exprimer. Un des temps de rencontre et des temps d'échange, c'est donc la validation des actions proposées par les agents de la restauration et de service et les engagements associés. Et donc là, effectivement, on rétribue, on informe les agents de direction et les élus sur ce qu'ont proposé les agents de terrain pour réduire le gaspillage alimentaire. Le plan d'action, il est validé. Certaines actions le sont, d'autres pas. C'est un échange ensuite qui a lieu où il faut prioriser les actions qui seront mises en œuvre. Et vient le temps de la mise en place des actions par les agents et la direction de janvier à juillet. Là, c'est vraiment un retour d'expérience où
dans ce retour-là, le CPIE n'est pas partie prenante, ne met pas en œuvre les actions, ne participe pas à la mise en œuvre des actions. C'est vraiment les agents et la direction en interne de la commune qui mettent en œuvre les actions suite au plan d'action qui a été validé. Là, c'est le retour d'expérience que nous avons. Alors, pourquoi? Je vous en dirai un petit peu plus, mais rapidement quand même, parce qu'en fait, les actions sont mises en œuvre en fonction du quotidien des restaurations. Donc, il y a des périodes où c'est plus facile, des périodes où c'est plus difficile. Et lorsque nous, on est là, nous, quand on se dit, on se voit le 4 février pour mettre en œuvre l'action 1, ben, le 4 février, c'est pas le 10. Parce qu'en fait, en parallèle, on a d'autres projets d'accompagnement, soit de gaspillage, soit sur d'autres sujets, de biodéchets notamment. Et donc, le timing est très serré. Et en fait, le retour d'expérience démontre qu'il est plus facile de laisser vivre le plan d'action en direct par les agents et la direction. Et nous, on est dispo, on est là, mais pas sur le terrain. Ça, c'est le retour d'expérience que nous avons. Il y a des collectivités qui demandent à ce que l'accompagnement soit également sur la mise en œuvre des actions. C'est juste que ça multiplie les lignes budgétaires dédiées à cet accompagnement. Puis vient le temps du diagnostic final et pas de l'évaluation. J'insiste sur le terme, on n'est pas là pour évaluer ce qui a été fait, on est là pour observer, pour en faire une analyse ensuite. Diagnostic final, on repart sur un diagnostic avec un temps qualitatif d'échange de pratiques et un temps quantitatif sur les pesées et sur le retour des actions réalisées. Et vient un temps ensuite final, fin juin, début juillet, selon l'organisation, où on fait un retour sur la démarche et les perspectives à engager pour la suite, avec ou sans nous. Là, vous avez une illustration un petit peu de ce qui peut se passer, comment est-ce qu'on peut fonctionner. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de chaque grande étape. Donc la première étape, on en a longuement parlé parce qu'on insiste beaucoup, parce que pour nous, c'est vraiment le levier essentiel de la réussite de la démarche. Euh, c'est faire un groupe constitué de l'ensemble des agents de la restauration. Donc dans la restauration, pour nous, ce sont les cuisiniers, les agents de préparation. S'il y a des agents de service, soit derrière la banque de self, soit qui servent les enfants directement en réfectoire. Et puis des agents qui sont présents dans la cantine en termes de surveillance. Et là, c'est souvent, dans les expériences que nous avons, des animateurs du périscolaire, de l'extrascolaire ou même des ATSEM qui font la surveillance et qui participent au service. Selon la taille des collectivités, c'est tout le monde qui participe. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents, donc ça permet d'impliquer tout le monde. Et puis on a des collectivités où il faut faire un groupe constitué. Et même ce groupe constitué peut être constitué de 30 agents, un peu de la restauration, un peu de l'extrascolaire ou de la surveillance. Et c'est ce groupe constitué qui va suivre la démarche et qui va en fait au quotidien ensuite, on va dire, perfuser cette démarche auprès de leurs collègues. Et ça, c'est grâce à de nombreux temps collectifs en interne de la structure où nous, on n'est pas là, mais nous, on est présent avec ce groupe constitué pour mettre en œuvre cette démarche, le partage d'expériences et cette réflexion commune. Je vous rappelle que l'un des objectifs opérationnels, hein, c'est de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire. Le deuxième objectif opérationnel, c'est de réaliser le plan d'action. Et enfin, le troisième objectif opérationnel, c'est les temps d'échange avec nous. Donc, c'est ce groupe constitué qui va participer à tous ces temps et à tout ce travail qu'on va mettre ensemble en place. Alors, le diagnostic. Ce que j'ai pas précisé, que je précise là, mais il était affiché sur la slide précédente, euh, notre rôle en tant qu'accompagnateur, c'est un rôle d'accompagnement du projet de la collectivité. On va faciliter cette mise en œuvre et toujours, et ça c'est extrêmement important, selon une posture neutre et impartiale. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va prendre parti pour le service restauration, pour le service surveillance, pour certains agents, pour les services de direction ou pour les agents de terrain. Nous, on accompagne avec des faits, on observe, on analyse, on restitue. Ça, c'est très important. Et on est force de proposition, bien sûr, mais toujours dans un objectif de neutralité. Il n'y a pas de parti pris.
Et ça, c'est une des forces, j'en parle très facilement, d'autres associations également ont cette force-là, mais c'est un des leviers des CPIE, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être labellisé CPIE si on n'a pas cette posture neutre. Euh, on n'est pas des militants écologiques, donc c'est vraiment une posture neutre d'accompagnement. Sur les pesées. Les pesées, au diagnostic initial, on mène ce qu'on appelle des pesées dissociées par composante de chaque menu. Ça, c'est le diagnostic quantitatif. Et puis, il y a le diagnostic qualitatif, qui est une analyse des pratiques professionnelles. Alors, comment faisons-nous? La première étape du diagnostic quantitatif, il consiste à relever en production la quantité des matières premières. Donc, on est présent à 6h30, 6h ou 7h le matin lorsqu'on va commencer avant le travail des matières premières. La deuxième étape de ce diagnostic consiste à faire la pesée en production, donc en cuisine, des quantités cuisinées, des quantités produites, c'est-à-dire la pesée des plats après préparation. La troisième étape consiste à faire des pesées des denrées qui sont proposées et gaspillées, c'est-à-dire ce qui reste dans les plats qui n'ont pas été servis aux élèves, que ce soit quand c'est le self ou quand c'est des gastros à table. La quatrième étape va consister à peser les restes conservés, c'est-à-dire ce qui va pouvoir être servi, parce que les chaînes du froid n'ont pas été rompues. Et la cinquième étape va être de peser en salle ce qu'on appelle le retour des convives. Alors, retour plateau, on en parle aussi lorsque c'est un self, mais c'est le retour des assiettes, c'est-à-dire ce qui a été servi mais qui n'a pas été consommé par les élèves, par les jeunes ou par les convives au sens large. La pesée dissociée par composante, ça comprend, on pèse d'un côté les entrées, la viande, poisson, les féculents, légumes. Céline, Oui, pardon, je t'interromps. Je ne sais pas si tu as une slide spécifique pour montrer ça. Cela, on est plutôt. non, 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 vous ok, voulez... d'accord. non, 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 ça marche. je, C'était juste pour savoir si par hasard il y avait eu un problème je regarde. Non, d'affichage. voilà. Ok, C'est plutôt l'illustration, voilà, tout à fait. voilà. Donc, on pèse les entrées d'un côté, les viandes de l'autre, le poisson, les féculents, les légumes, les produits laitiers, les desserts, les fruits, le pain et également tout ce qui est incompressible, les inévitables. Inévitable, on entend lorsque les élèves, enfin lorsqu'on mange une banane, il y a la peau, on peut faire ce qu'on veut, il y aura toujours ça comme déchet, et c'est pas du gaspillage, c'est un inévitable, mais il faut le sortir du poids des retours plateaux. Donc c'est pour ça que les déchets sont triés à la fin de cette semaine test, qui s'étend souvent du lundi au vendredi. C'est trié forcément à l'image de ce qu'on peut voir, on les met de côté pour une pesée à part, ça rentre pas dans le gaspillage, hein. L'objectif, c'est de quantifier et de chiffrer la production de denrées et le gaspillage alimentaire pour ensuite mesurer l'évolution. Lors de cette pesée, on est là du lundi au vendredi. Alors, selon les collectivités, le mercredi est exclu des pesées parce que c'est pas du tout sur les mêmes critères. Ce ne sont pas les élèves, mais les centres de loisirs. Donc, du coup, on exclut le mercredi. Une pesée, un diagnostic, je pense qu'il est faux de dire l'inverse. C'est du travail supplémentaire pendant cette semaine de pesée. C'est un fait. On est là à chaque instant. On arrive à 6h30, on repart à 14 ou 15 heures l'après-midi. Donc c'est une grosse journée qui fait souvent 10 heures pour nous et on est là à chaque étape et toute la semaine, du lundi au vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi, on pèse avec les différentes équipes, que ce soit en production ou en retour d'assiettes. Parce que comme c'est un élément supplémentaire, euh, il faut éviter un maximum d'erreurs de pesée. Et puis, c'est le moment où on accompagne les équipes à prendre en main les pesées pour qu'elles puissent les refaire l'année d'après, pour voir aussi l'évolution sur plusieurs années. C'est à ce moment-là qu'on sensibilise les équipes à la pesée et comment est-ce qu'on fait un diagnostic. Avec, on tare les plats pour que les pesées soient justes, comment est-ce qu'on s'y prend, etc. Donc, on est là. Mais n'empêche que on est là aussi pour pas prendre du retard dans la préparation du service. Donc ça, c'est super important. Deuxième objectif de cette pesée, c'est de prendre en compte les données financières pour chiffrer le coût généré par le gaspillage alimentaire. Donc, on va demander aux équipes de nous fournir les bons de commande de cette semaine de pesée avec le coût associé et le volume commandé. Et le troisième objectif de ce diagnostic, c'est de faire le suivi ensuite des actions réalisées, des actions testées, qui ont été modifiées ou abandonnées en cours de route lorsqu'on fera le diagnostic final.
On fera un comparatif et on discutera avec les agents pour savoir pourquoi est-ce que l'action a été abandonnée ou modifiée selon le plan d'action initial. Durant cette semaine, et c'est souvent en production puis ensuite en réfectoire, on a le diagnostic qualitatif qui correspond à observer les pratiques professionnelles en cuisine et en réfectoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On n'est pas sur du jugement, surtout pas. On est sur de l'observation. En gros, s'il y a une assiette témoin qui est proposée aux jeunes, comment est fait cette assiette témoin? Est-ce qu'elle est proposée sur les recommandations des grammages, qui ne sont pas des obligations, mais des recommandations? On peut donc faire évoluer. Là, on voit une préparation de pommes, par exemple, pour être sûr que si les élèves mangent qu'une demi-pomme, bah, qu'ils puissent choisir la quantité souhaitée. Donc, on observe tout ce qui se fait déjà et ce qui pourrait être fait ensuite par la suite. Donc, on est sur de l'observation, de l'échange, du question-réponse. En aucun cas, j'insiste, on est sur du jugement. C'est important parce que on est sur des personnes, pour certaines d'entre elles, qui ont 30 ans, 35 ans d'expérience professionnelle. Et en fait, il y a 20 ans, le sujet du gaspillage alimentaire n'était pas un sujet du tout. Ça se posait même pas comme question. Donc, les personnes ont, pour certaines d'entre elles, des pratiques professionnelles de longue date et on leur demande, parce qu'il y a une loi en cours, de changer leurs pratiques. Et donc, c'est important d'expliquer pourquoi et surtout de ne pas être jugeant, mais plutôt de les accompagner dans ces changements de pratique. Et en fait, le retour d'expérience montre que c'est tellement valorisant pour les agents de voir qu'en fait, leur travail, il n'est pas jeté à la poubelle. Mais juste ça, il faut l'expliquer et il faut l'amener à le comprendre plutôt que de se dire, ben, je travaille, mais une partie va à la poubelle, quoi. Voilà. Enfin, je fais un petit aparté, mais je trouve ça tellement important en fait. Et c'est vraiment des retours que nous avons des équipes. Alors évidemment, on a fait la pesée, on a tous les chiffres, une quantité de chiffres. On retourne dans nos bureaux, on analyse, on mouline dans nos tableurs Excel de fou, on fait des propositions de graphiques, et vient le temps où on restitue la pesée. On restitue aux agents de terrain dans un premier temps, puis aux agents de direction, ensuite qu'ils aient le retour. On restitue ben voilà, les chiffres, tant de gaspillage sur le plat de courgettes, tant de gaspillage sur les pâtes, tant de gaspillage sur les concombres, le pourcentage par rapport à ce qui a été produit, qu'est-ce qui a été gaspillé. Une fois qu'on a fait ce temps-là, où c'est de l'information, dans ce même temps de rencontre, vient le temps des premières émergences d'action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait moins de gaspillage dans les mois qui viennent et les années à venir? Et c'est ce qu'on appelle la concertation et les échanges. Donc, il y a une présentation de la démarche dans le détail qui a été faite au préalable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'action qu'on propose, elle est plutôt pour la cuisine ou pour le réfectoire? Comment est-ce qu'on priorise ces actions? Hein. Est-ce qu'on va vite? Oh, pardon, il y a eu un loupé. Comment est-ce qu'on priorise en fonction de quoi? Et c'est là où passe le temps de la construction collective du plan d'action. On a des actions qui vont nécessiter de l'investissement. Je vais vous dire une bêtise, une essoreuse à salade, un éplucheur de légumes ou de féculents. Bon, bah ça n'existe pas dans la cuisine aujourd'hui. Il faut l'investir, il faut l'acheter. C'est peut-être pas pour l'année en cours, c'est pour l'année suivante. Donc, en termes de rétro-planning et de planification, on va donc le mettre sur l'année suivante. Par contre, il y a des choses que l'on peut mettre tout de suite en place, échanger avec les élèves, avec les convives sur leur faim du moment. Est-ce qu'ils ont très faim? Est-ce qu'ils n'ont pas faim? Du coup, on adapte les quantités servies. Comment est-ce qu'on adapte les quantités servies au bout d'une heure de service? Lorsque c'est le cas dans les collectivités, et ben en fait, la louche est de plus en plus lourde ou de plus en plus petite parce que bah, au bout d'une heure de servir toujours la même chose, bah, c'est pas forcément facile d'avoir toujours le compas dans l'œil. Donc comment faire? Bon, on adapte les ustensiles de service, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui seront plus faciles à mettre en œuvre de suite, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, soit pour des raisons budgétaires, soit de mise en œuvre et d'adaptation des pratiques du quotidien. Donc ça, c'est le rôle de la construction collective du plan d'action où on va prioriser, où les actions vont être retenues et d'autres pas. Et en fonction de ce qui va être retenu ou pas, nous, on va rendre compte à la direction et aux élus en disant, ben voilà, le plan d'action qui a été proposé, nous, on en propose aussi lorsque certaines n'émènent pas des agents et où on y voit une pertinence pour vraiment avoir un impact pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc, on va le proposer aussi.
C'est retenu, c'est pas retenu au niveau des agents de terrain ou au niveau de la direction. Et là, on engage des échanges et des échanges entre direction et agents aussi pour que les choses évoluent ou se mettent en place. Quelques exemples d'engagement au sein de la restauration collective. On met en place ce plan d'action selon 4 grands items. Les éco-gestes, l'assiette responsable, le bien-être, parce qu'on se rend compte que le bien-être lorsque l'on mange, mais aussi le bien-être lorsqu'on travaille, impacte sur le gaspillage alimentaire. Et enfin, la communication, ancrer la démarche sur le territoire. Alors, en éco-gestes, de retour d'expérience, on est sur la découverte de nouveaux plats, de nouveaux produits, mais aussi proposer le pain différemment au cours du repas. Vous verrez que le proposer en début de service, c'est pas toujours ce qui est le plus efficace. Amorcer une réflexion sur le gaspillage de l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour moins gaspiller l'eau? On est vraiment sur des éco-gestes qui vont venir en fait après normal et habituel dans le quotidien. L'assiette responsable, on est sur la gestion de la qualité des produits, des recettes proposées, de la quantité proposée, des modes de production, des plats, on va dire, type où tout est inclus dans un seul plat, comme des lasagnes, par exemple, ou des gratins, où il y a beaucoup de composantes mélangées, ou est-ce qu'on va plutôt être sur de la production avec, je vais vous dire, un poisson, un féculent et un accompagnement bien séparés. Qu'est-ce qui va être le plus adapté à ses propres convives? Adapter la quantité servie à la quantité souhaitée, là, on est vraiment sur l'assiette en elle-même. Le bien-être dans le réfectoire où c'est souvent des lieux très bruyants. Donc, des actions qui ont déjà été mises en place, c'est des panneaux anti-résonance pour que ce soit plus agréable. Et puis, un outil visuel et participatif pour aider à la gestion du bruit. Ça pourrait être des détails qui ont été mis en œuvre dans certaines collectivités. L'outil visuel, c'est, vous savez, on est dans le vert, dans l'orange, dans le rouge, ça capte le bruit. Comment est-ce qu'on fait redescendre spontanément par les élèves, par exemple? Ancrer la démarche sur le territoire, ça va être réaliser la communication auprès des parents. Il va être important d'informer les parents qu'une démarche anti-gaspillage est en cours au sein de la collectivité, que ça va donc entraîner des changements, que l'objectif n'est pas d'affamer les enfants, mais bien qu'il y ait une meilleure gestion de leur faim et de ce qu'ils vont pouvoir manger, et puis d'intégrer la réduction du gaspillage dans le projet éducatif du territoire ou dans les fiches de poste des agents. Alors, ça a un double intérêt d'intégrer ça dans les fiches de poste des agents, c'est que c'est une trace et ça devient un élément de leur quotidien, de leur travail. Et du coup, on va donc changer petit à petit les pratiques. Et intégrer dans le projet éducatif du territoire, ben, on est bien sur de l'information et une globalisation du projet. Dans le retour d'expérience que je peux vous faire, les quelques points à garder en tête pour la réussite, c'est que le temps de cette démarche soit considéré comme du temps de travail pour les agents. Alors, ça paraît tellement évident quand on le dit, mais si je le note là, c'est qu'en fait, c'est pas systématique. Voilà, on a eu des collectivités il y a quelques années où c'était du temps en plus parce que c'est difficile de s'organiser quand on veut réunir tous les services en même temps. Faire confiance à l'engagement des acteurs du projet, que ce soit les fournisseurs en termes de denrées alimentaires, que ce soit les agents de terrain, s'autoriser à ce que le projet évolue en fonction justement de la vie du projet, laisser la place aux aléas aussi. Tout ne peut pas être ficelé, tout ne peut pas être anticipé. On est sur un projet qui vit, d'abord qui vit avec des personnes qui travaillent et qui vit avec des personnes qui mangent. Et puis veiller, et ça c'est peut-être un objectif important, une lumière à garder en tête, à ce que les différents acteurs agissent bien dans des objectifs collectifs et pas individuels, hein. À chaque fois que l'on met en place une action, que l'on change les habitudes, c'est bien dans l'intérêt de réduire le gaspillage alimentaire et pas dans un intérêt uniquement individuel du quotidien, même si ça impacte. Cette démarche, elle a fait ses preuves. On a depuis 2021, 22 et 22-23 démarré un partenariat avec le Grand Avignon sur ce sujet-là. Et donc, on a des retours de chiffres très, très pragmatiques que les collectivités nous ont autorisés à communiquer.
Et selon les collectivités, on peut aller jusqu'à 50% de réduction de la quantité du gaspillage alimentaire. Et sur cette même collectivité, entraîner en parallèle une diminution de 26% du coût du gaspillage alimentaire. Donc, on n'est pas 50% de réduction du gaspillage et 50% de réduction du coût du gaspillage. Pourquoi? Puisque l'objectif, c'est pas de réduire les coûts, enfin, c'est l'idéal, mais comme on réinvestit les financements qu'on a gagnés grâce à la réduction du gaspillage alimentaire, on le réinvestit ailleurs. Donc, les budgets ne bougent pas et les denrées ben, évoluent aussi en termes de prix au fil de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours le même volume et le même pourcentage d'économie d'un côté et de l'autre. Sur certaines communes, on est plus proche, on a eu 38% de la quantité de gaspillage alimentaire réduite et une diminution de 26% du coût du gaspillage alimentaire. Là, pourquoi? Parce qu'on a été sur une réévaluation du grammage livré directement et donc servi aux convives, où les grammages servis étaient beaucoup trop élevés. Plus récemment, en 2024 et 2025, la collectivité qu'on a accompagnée a réduit de 45% la quantité de gaspillage alimentaire, ce qui équivaut à peu près à 35% du coût du gaspillage. Et cette année-là, 2025-2026, alors les chiffres sont prendre avec pincette parce que c'est pas définitif, c'est encore en cours de finition. On est sur une réduction de 35% de réduction du gaspillage alimentaire pour seulement 12% de réduction du coût du gaspillage. Et ça s'explique parce que les denrées alimentaires achetées ont été achetées hors appel d'offres. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de coût favorable pour les matières premières. Donc, c'est pour ça que là, on s'y retrouve peu en termes financiers, mais ça va se résoudre puisque l'une des actions à mettre en œuvre dès l'année prochaine, c'est effectivement de relancer un appel d'offres d'achat de matières premières pour bénéficier de coûts préférentiels, de tarifs préférentiels. Voilà, donc vous voyez que c'est un accompagnement qui vraiment sur tous les niveaux, sur le côté financier, sur le côté quantité, sur le bien-être, on l'a vu aussi juste avant. Donc il ne faut pas sous-estimer tous ces leviers en fait de réduction du gaspillage alimentaire. Certains évidemment agissent plus directement ou sont certaines actions agissent de façon plus impactante sur la réduction du gaspillage. Globalement, puisqu'on fait une évaluation, on a des retours extrêmement positifs des agents, des convives et des élus et des retours qualitatifs sur l'accompagnement que nous mettons en œuvre de par sa dimension complète, hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour assez détaillé au plus que je pouvais pour laisser la place aux échanges. Je vous remercie pour cette écoute attentive et je suis à votre écoute à mon tour, en espérant pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, on n'a pas eu de questions dans le chat. Je pense que tout le monde était très concentré sur ce que tu disais, d'autant que comme il y avait peu de texte, il fallait bien t'écouter pour saisir, et c'est très bien. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des besoins de précision? N'hésitez pas à prendre la parole, puisque maintenant on est vraiment dans le temps dédié aux questions, à lever la main ou à poser dans le chat. Je peux me faire votre relais. On va attendre un petit peu. Moi, j'avais une question, Céline. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà vu dans ta longue expérience une collectivité qui arriverait, parce que là, on parle de pourcentage de réduction, mais qui arriverait vraiment à un niveau presque de zéro gaspillage alimentaire, soit en anticipant des menus qui peuvent toujours être réutilisés, ou voilà, ou réutilisés tels quels, ou réutilisés dans différents plats, ce genre de choses. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des... Alors, Peut-être zéro pas. gaspillage, on n'a pas encore vu. Alors, je dis on parce que c'est les équipes de l'ASSO hein, qui sont vraiment sur le terrain. On Mm. partage beaucoup parce que j'aime bien être au courant de ce qui se passe et ça me permet de m'enrichir et de mieux en parler le moment venu. Mhm. Euh, les établissements qui ont un gaspillage alimentaire qui reste très bas, ce sont les établissements qui ont un internat. Ouais.
parce que on peut resservir à J+3 les denrées non servies dès l'instant que toutes les chaînes ont été respectées. Mais du coup, eux, ils ont cette force de frappe de resservir dès le soir certains éléments du midi. Et Mm, du coup, en fait, il n'y a pas de gaspillage parce qu'ils arrivent à doser, ils sortent vraiment au fur et à mesure. Et une des actions qui a été vite mise en place dans ces établissements-là, donc on est plutôt sur des lycées, hein, mm, euh, ils ont des petits gastros, des petits plats. Ce qui fait que oui, en termes de manutention, ils en sortent souvent, ou en tout cas, les mm. premiers plats sont des gros plats, et au fil du service, les plats sont plus petits. Ce qui fait que la perte sur ce qui n'est pas servi est très limitée, ce qui permet de conserver la chaîne du froid ou la mise en chaleur qui est préservée au fur et à mesure. Et le soir, ils ressortent ce qui n'a pas été servi le midi. Et du coup, comme on est à J+3 sur certaines denrées, quand même, on a de la marge. Donc, le gaspillage final, même à J+3, il est extrêmement faible. Ok, super. Merci. Alors, Julie nous demande de Grand Lac dans le 73, comment avez-vous pu bénéficier d'une expertise sur le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire? Quelle formation avez-vous effectuée? J'ai envie de parler de la formation guide composteur, mais... Oui, ça en fait partie. La formation guide composteur en fait partie, surtout pour tout ce qui est biodéchets. Mais la méthodologie qu'on a mis en œuvre, c'est un peu. Alors, la loi y a fait beaucoup parce que dès 2016, on s'est dit c'est quelque chose qui va impacter beaucoup. Donc, on s'est formé à comment faire. D'abord, on s'est dit comment accompagner. Et cet accompagnement de 2016 est pas celui que je vous présente aujourd'hui, hein. Il a été largement évolué, notamment en termes de participation et d'agents engageants et engagés dans le cadre de la démarche. Et ensuite, ce qui a été très formateur, et là, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait parce qu'à l'époque, j'étais sur le terrain il y a quelques années. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur en a fait un objectif auprès de ses lycées d'accompagner la réduction du gaspillage alimentaire, mais plus largement la restauration collective. Et ça veut dire aussi en termes d'achat responsable et de comment cuisiner et de recettes. Et donc, j'ai travaillé en collaboration avec la personne de l'époque qui était cuisinier, donc il savait très bien de quoi il parlait. Et ils ont eu la chance et le nez, si je puis dire, d'avoir une stagiaire extrêmement compétente qui a mis en musique tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire les tableaux Excel, les formules qui se font, les graphiques qui sortent automatiquement, etc. Et donc, eux en ont fait un outil de leur côté autrement et nous, on l'a largement adapté à notre façon de voir les choses et surtout à des restaurations collectives pour les communes, donc tout ce qui est plutôt primaire, collège, enfin primaire plutôt, pardon, et centres de loisirs. Donc, petit à petit, on s'est auto-formé. On a fait évoluer nos outils, nos méthodologies et puis on a suivi des formations sur l'intelligence collective, sur le changement de comportement, le passage à l'acte. Voilà, tout ça, c'est des formations complémentaires qui permettent de, parce que en fait, c'est pas notre métier, nous, on n'est pas dans la cuisine. C'est en ça où je vous dis que on va pas juger les personnes qui travaillent parce que on est là lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis la semaine d'après, on n'est plus là, quoi, en fait. Donc, c'est important de les sensibiliser, de faire passer les messages. Mais du coup, c'est pas notre métier à nous. Nous, on accompagne la prise en main de ce qu'il faut faire pour que le gaspillage diminue. Merci. On a trois autres questions. Celle de pardon, Sébastien de LMV Agglomération qui demande quelle approche faut-il avoir avec les cantines en DSP. Alors, je suis désolée, moi je ne sais pas ce que ça veut En dire DSP. délégation de service Ah, public. Ouais. merci. Tout dépend la DSP qui est en cours. On avait commencé à travailler avec une commune du territoire c'était très particulier. Donc les repas étaient livrés, mais il y avait un cuisinier néanmoins sur place qui faisait les recettes à partir de produits bruts, pas tout à fait semi-finis comme ils appelaient ça. Donc c'est une façon de faire. Après il y a les cuisines centrales et les DSP. Comment faire? Bah, soit revoir la délégation de service public, soit agir autrement. Là, moi de but en blanc, je n'ai pas le savoir, mais je sais que la démarche est sensiblement identique, hein. Parce que LMV, c'est l'interco, et donc vous parlez surtout au niveau des communes donc qui ont cette délégation. Mais comment ça fonctionne chez vous? Si je peux répondre plus précisément, du coup, chaque commune est autonome? Sébastien, si vous voulez prendre la parole pour apporter peut-être quelques précisions. Tout à fait. Ben alors ça, c'est typiquement le modèle, si je puis dire ça, que nous avons comme expérience avec le Grand Avignon. C'est-à-dire le Grand Avignon est commanditaire
de l'accompagnement de réduction du gaspillage alimentaire et ce sont les communes qui bénéficient de l'accompagnement de la démarche de réduction de gaspillage alimentaire. Donc en fait, on a un travail de partenariat avec le Grand Avignon. Eux mettent en place en amont, là c'est en train de se faire un petit peu avant même, un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes qui veut bénéficier d'un accompagnement totalement financé par le Grand Avignon pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est une commune par an. Les communes se manifestent et nous, on attaque le travail dès septembre avec la commune qui a été retenue. Voilà. Et le Grand Avignon, en tant que alors, commanditaire, c'est pas un joli mot, mais en tant que partenaire financier de la démarche, est présent à certaines réunions, pas toutes. Ils sont présents au point d'étape pour prendre connaissance de ce qui se passe et ensuite on travaille en autonomie avec les communes. On a une relation de partenariat très forte, de confiance. Ils ont vu comment on travaillait, ils ont vu les résultats qu'on arrive à obtenir et ça se fait tout seul, quoi. Ils sont là, hein, pas de souci, hein, mais c'est avec la commune en direct ensuite pour l'opérationnel. Merci. Anne Cognier, qui est maître composteur en Isère, demande, mais tu viens un petit peu de répondre, mais il y a peut-être d'autres formats aussi, comment sont financées ces actions? Par les collectivités elles-mêmes, que ce soit les intercos ou la commune. Elles-mêmes, alors je vais aller plus loin, elles-mêmes font des demandes souvent de subventions à l'ADEME ou à la région et même à les organismes, alors je crois que c'est Citeo maintenant, qui est susceptible d'apporter des financements de ce côté-là aussi. Nous, on est en direct avec elles, sous forme de subventions ou de prestations de services. Ok, génial, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être des petits points techniques que vous souhaiteriez approfondir ou pas? Si je dis un petit mot de plus, du coup, moi, je vous encourage, vous êtes une majorité de collectivités là autour de l'écran. Je sais que c'est un budget, hein, à avoir un accompagnement extérieur. Euh, En fait, l'accompagnement extérieur permet d'apporter un regard nouveau, une observation justement, et quand on a la tête dans le guidon, que ce soit en direction ou en agent de terrain, on a du mal à voir ce qu'il faut faire et ce qui pourrait être fait. Et du coup, l'accompagnement extérieur, est bénéfique sur le long terme. Voilà. Si tout est bien structuré ensuite, avec, j'ai envie de dire, des fiches recettes écrites, des fiches de poste qui sont amendées au fur et à mesure, ça laisse une trace dans le fonctionnement de la collectivité et donc c'est périn, en fait. Et nous, le regard extérieur qu'on apporte permet d'enclencher une dynamique différente. Voilà. Merci. Julie Bélanger de Grand Lac toujours nous demande s'il existe un réseau Régalim dans d'autres régions. Je sais que oui, mais je ne sais pas si c'est dans toutes les régions. Je pense que ça doit être disponible en ligne. Euh, je peux essayer de me renseigner d'ici lundi quand je vous enverrai les supports. Voilà. Moi, je ne sais pas. Mm. Euh, parfait. Après, si je peux me permettre, juste alors, moi, je suis du réseau national des CPIE, donc je sais qu'il y a d'autres CPIE en France accompagnent les démarches de réduction du gaspillage alimentaire. Alors, elles n'ont peut-être pas forcément la démarche précise que je viens de vous présenter. Chacun s'approprie et en fonction des retours d'expérience. Mais c'est 80 CPIE en France, donc il est possible qu'il y ait un CPIE pas très loin de chez vous qui puisse vous accompagner dans cette démarche aussi. Oui, et pardon, j'ajoute que sur le site du réseau Compost Citoyen, vous avez l'annuaire de toutes les structures adhérentes et que vous pouvez les trier par, euh, par activité. Et il y a cette activité lutte contre le gaspillage Ben alimentaire voilà. qui vous permettra déjà d'identifier certains acteurs de votre territoire. Et Charlotte Siabrini de Terre de Main, qui est basée à Marseille, vient de nous partager aussi un lien vers le site de l'ADEME qui donne certaines informations sur les régales, voilà, les réseaux régales. Et après, si vous voulez faire cette démarche de réduction de gaspillage alimentaire en interne, ce qui marche aussi, hein, attention, vous avez beaucoup de guides, notamment au niveau de l'ADEME, qui peuvent vous aider à prendre en main, de guides et des outils opérationnels qui peuvent vous aider à prendre en main cette démarche en interne. Nous, on s'est inspiré aussi de ces outils-là, hein. Génial, bah, parfait. Euh, eh bien, merci à tous.
Céline, tu veux conclure sur... Non, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas si vous souhaitez mettre ça en œuvre. C'est une super expérience pour vos services aussi de recréer du lien entre les différents services parce que souvent les services fonctionnent en silo, le service restauration, le service animation, hein. Et là, c'est l'occasion de croiser, de faire du lien entre les différents services. Et donc, ça a une autre plus-value au quotidien, en dehors de la réduction du gaspillage, d'avoir une plus-value aussi de transversalité de vos services et d'apprendre à travailler ensemble ou de poursuivre ce qui a peut-être déjà été engagé. Et donc, voilà, on peut voir le côté gaspillage, on est OK, mais aussi on est sur le côté transversalité et échange entre les équipes. Et ça peut faire beaucoup de leviers après sur d'autres sujets. Profitez du coup de ce cadre réglementaire pour impulser cette dynamique qui vous est imposée malheureusement, mais qui peut avoir d'autres bénéfices au quotidien. Voilà. Bon courage à vous. Bah, merci à tous. Je vous envoie les supports début de semaine prochaine, dès que tout est à jour, et j'essaierai de joindre les liens vers les documents ADEME et vers les cartes des régals. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.